La cavale de l'homme le plus recherché de France vient de prendre fin. Jacques Messrine a été tué par la police. La mort du gangster est un événement national. Messrine a battu à Paris l'anti-gang. C'est la dernière fois que Jacques Messrine fera la policiers une ont des tendu journaux. tout à l'heure un véritable guet-apens, un ennemi public numéro 1. Dans les annales du banditisme, Jacques Messrine restera à jamais l'ennemi public numéro 1. Une récompense suprême pour celui qui voulait être le gangster le plus célèbre. Il veut être le meilleur, il veut être le plus grand. Exister en tant que tel, quoi. Et d'être connu, surtout redouté. Ah, il se la jouait quand même, il se la pétait, Messrine. Parfois arrogant, parfois ironique, parfois charmeur. Son distributeur automatique, c'était les banques, quoi. Bon, hein. Il y a ce côté, c'est gendarmes et les voleurs, quoi. C'était un bandit très dangereux. Mérine m'a menacé de mort. Il est interviewé ici par tel journaliste, là par tel autre journaliste, on le prend en photo, on le voit, il existe, et la police ne met pas la main dessus. Donc, quelque part, il est une voix qui dit à l'État « Hé hé, t'es nul ». Et il est bien évident qu'à partir de là, ça devient une affaire politique. Nous allons vous raconter l'incroyable ascension d'un hors-la-loi. Vous allez découvrir comment un fils de bonne famille est devenu un criminel, de quelle façon il a défié le pouvoir et la police, et ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour stopper définitivement l'ennemi public numéro 1. Voici Jacques Messrine lorsqu'il était enfant. Au départ, rien ne prédestine ce petit garçon au regard studieux à devenir un dangereux gangster. Jacques Messrine est né dans la banlieue parisienne en 1936. Il est issu d'une famille aisée, une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureuse. C'est quelqu'un qui était issu d'une famille tout à fait honorable. Son père et sa mère travaillaient dans une entreprise de broderie de luxe. Et rien ne lui manquait. Il était dans un milieu familial tout à fait honorable. Il a fait sa communion, il avait une aube, et il était donc tout à fait intégré dans un milieu croyant, catholique. Il a été enfant de cœur, il a servi la messe. Mais le jeune garçon ne va pas rester un enfant modèle très longtemps. Turbulent à l'école, l'adolescent fréquente maintenant les mauvais quartiers de la capitale. Pigalle, par exemple, le haut lieu de la prostitution et des voyous. Il avait déjà, si vous voulez, une réputation de petit caïd, de petit meneur, de bagarreur, de môme assez rude, assez prétentieux. 1957, le destin de Jacques Messrine va définitivement basculer. Depuis 3 ans, la guerre fait rage en Algérie et le jeune homme a décidé de s'engager sous les drapeaux car il n'a ni diplôme ni emploi. Il a 20 ans, il fait partie des commandos et il prend goût à la guerre. S'il y a un déclic, s'il y a un moment où ça bascule, c'est la guerre en Algérie, où il a pris goût à l'action, où il a pris goût aux armes. On apprend à des mômes de 20 piges à tuer, à massacrer. On peut comprendre qu'effectivement, chez nombre de personnages, nombre d'individus, il y a eu des cassures. La guerre marquera à jamais Jacques Messrine. Lorsqu'il rentre en France après 2 ans en Algérie, il est transformé. Sa mère se souvient. Non, mais pour moi, c'est l'Algérie qui l'a complètement déboussolé avec le caractère qu'il avait. Hein. Et Jacques Messrine n'a pas l'intention de mener une vie ordinaire. L'homme veut gagner beaucoup d'argent, mais pour y arriver, il a un plan de carrière très particulier. Il avait fait un choix délibéré. Il le dit lui-même. À 23 ans, j'avais décidé de faire du crime une profession. Voici les seules images filmées de Jacques Messrine. Le gangster se trouve au Venezuela.
car c'est à l'étranger qu'il commet ses premiers grands forfaits. Vol dans une bijouterie à Genève. Enlèvement de ce milliardaire au Québec. Arrestation devant toute la presse canadienne, suivie d'une évasion spectaculaire. Après 50 cavales sur le continent américain, Jacques Messrine rentre en France. C'est un gangster hors pair et il veut maintenant le faire savoir. Il voulait être le numéro 1. Il en était tout fier. C'était un fou d'orgueil. C'était vraiment, il voulait avoir une stature internationale. Paris, 1973. La police française doit désormais compter Jacques Messrine parmi les plus grands noms du banditisme. L'homme n'a que 36 ans et déjà une quinzaine de braquages à son actif. Nous sommes au mois d'août. Messrine se cache quelque part dans la capitale et va maintenant commettre 3 hold-up en seulement 6 semaines. Crédit Lyonnais, Banque Nationale de Paris, Société Générale. Le gangster dévalise chacune de ces banques sans aucune difficulté et il s'en amuse, comme le prouve cet enregistrement qu'il a lui-même effectué. Puis je bois un whisky. C'est pas mauvais. Puis ce qui me fait plaisir, c'est que c'est la Société Générale qui paye. Seulement voilà, pendant qu'il trinque, les forces de l'ordre le recherchent activement. L'homme qui sera chargé de l'arrêter est une grande figure de la police, le célèbre commissaire Robert Broussard. Broussard, qui devenait Broussard, le commissaire Broussard, c'était le type même du bon flic français, grand, balèze, barbu, communicant, sympathique, bouffeur, intelligent, rusé, madré, qui le montrait pas trop. Ça devenait la star, Broussard. L'arrestation de plusieurs complices de Messrine permet à Broussard d'obtenir une information capitale. Le gangster se cache dans le 13e arrondissement de Paris. Le 27 septembre 1973, la police passe à l'action. L'immeuble du truand est cerné de toutes parts. Messrine ne le sait pas encore, mais c'est Broussard lui-même qui mène l'opération. Ce jour-là, les deux hommes vont se retrouver face à face pour la première fois. L'affrontement Broussard-Messrine, c'était d'homme à homme. Allez, d'homme à homme. Et ils avaient la gueule à ça, tous les deux. En fait, on aurait pu faire un très bon film. Hein. Mérine dans le rôle du voyou et Broussard le pourchassant. Logiquement, ça devait fonctionner. Le commissaire Broussard veut à tout prix arrêter Messrine vivant. Pour cela, il a décidé de monter directement négocier avec le gangster devant la porte de son appartement. À l'intérieur, Messrine est accompagné de sa petite amie. Lorsque le policier leur ordonne de se rendre, le gangster le prend de haut, sans savoir à qui il parle. Il me dit « Mais qui es-tu, toi, pour me parler de la sorte un petit flic de quartier bon. » Alors, il dit « Ben non, je suis Broussard, patron d'anti-gang, etc. » Broussard, le gars au collier de barbe. Je dis « Oui. » Messrine maintenant le sait, il n'y a aucune issue pour s'échapper. Son appartement est assiégé par Broussard et ses hommes. Mais le gangster veut à tout prix sauver les apparences, alors il va lancer un défi au commissaire. Et là, il me dit, ben, écoute, est-ce que tu serais capable de venir me chercher seul, sans armes et sans gilet pare-balles? Et je lui dis, oui, moi, je suis tout à fait capable d'aller te chercher seul, sans armes et sans gilet pare-balles. À ce moment-là, le policier a la présence d'esprit de retourner le défi contre son adversaire. Mais toi, est-ce que tu serais capable de sortir sans armes? Oui, moi, je suis capable. Et ça, c'est tout Messrine aussi, c'est qu'il ne peut pas se montrer inférieur à quelqu'un d'autre. Et cette façon de se mettre au point avec son adversaire, c'est dicté avant tout par le panache. C'est un homme de panache. Comme convenu, Broussard se débarrasse de son arme. Le truand ouvre la porte de son appartement et voilà de quelle façon il accueille le policier. Il avait un énorme cigare à la bouche, énorme. J'ai jamais vu aussi gros. Et il me dit, tout en tendant ses poignets, il me dit tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule? Je dis oui, effectivement, c'est pas mal. Papa, je lui mets les menottes, bien sûr. Mais il se retourne vers la jeune femme qui était à l'intérieur en disant Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des hommes, des vrais, etc. Là. Il considère que tout ça, ça manque pas de gueule, quoi, Mérine. Donc c'est vrai qu'il a un certain respect. Ça se passe entre gens de bonne compagnie, presque. Le jour même, le truand est incarcéré. 4 ans plus tard,
il passera devant les juges. 3 mai 77, cour d'assises de Paris, le procès de Jacques Messrine va commencer. L'événement fait la une de la presse. France Soir, Le Quotidien de Paris, Le Monde, les journaux annoncent 3 semaines d'audience. Il s'agit d'un procès sous haute tension. Jacques Messrine, que l'on a appelé l'ennemi public numéro 1, comparaît devant les assises pour une Messrine, à qui l'on reproche une foule de méfaits qui vont du vol qualifié à la prise d'otage. Messrine est un malfaiteur intelligent, mais dangereux. Messrine est également un gangster charismatique, alors le tout Paris accourt à son procès. Il y avait des éditeurs, il y avait des vedettes de cinéma. Et des types en costume genre PDG, trucs comme ça, un peu comme Roland Garros, mais avec les cravates. Il y avait une ambiance, bonjour un tel, comment allez-vous? Oui, mais très bien. C'était Messrine, c'était un spectacle, quoi, puis gratuit en plus. Et le public ne sera pas déçu. Jacques Messrine a beau être dans le box des accusés, il n'a pas l'intention de rester passif pendant les débats. Il a décidé que ça serait son procès, comme ça serait son spectacle ou sa première au Zénith ou à Bercy. Et il entend bien ne pas la louper. Objectif de Messrine, détourner l'attention des jurés des faits qui lui sont reprochés. Pour y parvenir, il va créer un scandale en pleine audience. Le procès n'a commencé qu'il y a 3 jours et Messrine va démontrer de manière spectaculaire qu'il peut à tout moment s'évader de prison. Vous voulez une preuve de la corruption de l'administration pénitentiaire. Cette preuve, je vais vous la donner. Il défait son nœud de cravate très lentement, etc. Et il sort des clés de menottes. Et il lance au président Petit et aux journalistes. Voilà ce que l'on peut acheter, Monsieur le Président, dans vos prisons. Je vous démontre que tout s'achète en prison. J'ai payé ça 3000 francs, je vous dirai pas qui, etc. Puis il jette les clés devant le Président en disant voilà comment on peut corrompre et sortir des prisons. Jacques Messrine vient d'adresser un message au président du tribunal. Il est capable de s'évader. Le gangster n'a peur de rien et veut le faire savoir. Alors avant la fin des débats, il va lancer un ultime défi à celui qui l'a arrêté, le célèbre commissaire Broussard, venu témoigner à la barre. Il s'agit d'une petite phrase au parfum prémonitoire. Je me donne 2-3 ans maximum pour m'évader, et puis on se retrouvera. Ça se passera, il n'y aura plus de champagne, Broussard. Ça se passera dans la rue, et le premier qui tirera aura raison. C'est con, on va être obligé de se tirer sur la gueule. C'est con, mais c'est comme ça. Après 3 semaines d'audience, le verdict tombe au palais de justice. Jacques Messrine est condamné à 20 ans de prison. Mais voilà, le gangster n'est pas du genre à courber les chines. Il a décidé de tout mettre en œuvre pour écourter sa peine. Lorsqu'il rentre à la prison de la Santé en 1977, Jacques Messrine a déjà 4 ans de cellule derrière lui. L'idée d'être de nouveau enfermé lui est insupportable, alors il n'a qu'une obsession, s'évader. Et il ne se voyait plus maintenant faire 15 ou 20 ans de prison. Donc où c'était l'évasion, où c'était la mort. Et ceux qui surveillent Jacques Messrine sont prévenus. Alors pour éviter qu'il s'évade, le gangster est enfermé dans la partie de la prison où se trouvent les cellules pour les détenus les plus dangereux. Il s'agit des quartiers de haute sécurité. C'était une pression psychologique très forte. Le QHS, c'était d'abord une surveillance 24/24. C'était des promenades très courtes, peu fréquentes et sous surveillance permanente. Et c'était surtout, j'allais dire, la présence constante de gardiens. Le détenu n'était jamais laissé seul. Ils ont un régime carcéral qui est quand même beaucoup plus dur. C'est une prison dans la prison, si vous voulez. Nous avons reconstitué par image de synthèse les quartiers de haute sécurité de la prison de la Santé. Derrière cette porte, Jacques Messrine est donc condamné à vivre 20 ans dans une cellule de 9 mètres carrés. Le détenu n'a ni lavabo, ni cabinet de toilette. Il y a tout juste la place pour un lit et un tabouret. Quant à la fenêtre, elle se résume à une lucarne hautement protégée.
La lumière, vous la voyez non seulement au travers d'un barreau, parce que c'est pas les barreaux comme ça où on se penche pour regarder les QHS. Il y avait les barreaux, plus il y avait du verre, plus il y avait des couches. Tout est doublé, il y a des couches de partout. Donc il y a un côté cocon sécuritaire qui quand même psychologiquement devait taper un peu sur le système des gens. Ça, il n'y a pas de doute. Et pour Jacques Messrine, son incarcération en QHS sera l'expérience la plus douloureuse de sa vie. Dans une interview réalisée quelques années plus tard, le gangster raconte ce qu'il a subi dans les quartiers de haute sécurité. Vous comprenez, j'ai pris la haine en quartier de haute sécurité. Comprenez une chose, quand des fois on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une lettre de votre femme, c'est dans le seul but de détruire un homme. Moi, on me l'a fait. Un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité, que doit-il faire? Accepter? S'écraser? Se laisser humilier? Se laisser déshumaniser? Se laisser détruire et ne pas bouger? Moi, je n'ai pas accepté cette destruction. Alors, pour ne pas sombrer, Jacques Messrine consacre tout son temps à préparer l'impossible, son évasion de l'une des prisons les mieux gardées de France. A priori, la Santé, c'est une prison où on ne se bat pas, quoi. C'était quasiment mission impossible. Quasiment mission impossible. Et Messrine a compris que pour réussir, il ne peut pas agir seul, c'est trop risqué. Il lui faut donc un complice. Pour le trouver, il n'aura pas à chercher très loin. Son voisin de cellule est exactement l'homme qu'il lui faut. Il s'agit d'un certain François Besse. Mais François Besse, à l'époque, dans le milieu du banditisme, c'était d'abord un spécialiste de l'évasion, qui commettait beaucoup de cambriolages ou des hold-up, etc., et qui allait en prison et qui s'évadait. Mais cette fois, l'opération est plus complexe. Car pour s'évader de la prison, il faut déjà pouvoir sortir d'une cellule, d'un QHS. Pour cela, il n'y a qu'une solution, obtenir une visite au parloir qui se trouve à quelques mètres. Messrine va alors demander à l'un de ses avocats de venir le voir. 8 mai 1978, prison de la Santé, c'est le jour J. Comme convenu, Messrine se trouve au parloir avec son avocate. Et pendant l'entretien, un gardien les surveille. Mais le gangster a tout prévu. Très vite, le surveillant doit s'éloigner. Il y a du bruit dans le couloir. Le gardien va alors découvrir qu'un de ses collègues est blessé. Il a été agressé par François Besse, le complice de Messrine, à l'aide d'une bombe lacrymogène. Le plan fonctionne à merveille. Dans le parloir, Messrine n'est plus surveillé, alors il en profite. Sous les yeux de son avocate médusée, il saute sur la table, arrache le faux plafond pour en retirer des cordes et une sacoche. Il y avait là une cache d'armes. Il met des armes dans ses poches, il en garde une, au moins une, je ne sais pas si c'est une ou deux, à la main. Je lui dis, j'avais bien compris ce qu'il faisait, bien sûr, vous allez vous faire tuer. Il me répond, pas du tout, on va se tailler la route. Lorsqu'il sort du parloir, Messrine, arme au poing, menace les gardiens et rejoint François Besse. Ensuite, les deux hommes enferment les surveillants dans une cellule et s'emparent de leurs uniformes. Avec un parfait sang-froid, ils vont même jusqu'à libérer un autre détenu qu'ils emmènent avec eux. Messrine et Besse, déguisés en gardiens, simulent l'escorte du troisième prisonnier. Ils savent que la cour est en travaux depuis des semaines. Ils la traversent et s'emparent d'une échelle installée sur le chantier. Ils n'ont plus qu'à franchir le dernier rempart pour s'évader. Seulement voilà, l'alerte a été donnée, la police est arrivée sur les lieux. Après une fusillade, Messrine et Besse parviennent à s'enfuir, mais le troisième détenu, lui, sera abattu d'une balle en plein cœur. Je me demande si à un moment, la population française n'a pas eu l'impression qu'elle était au cinéma, quoi. C'est un scénario complètement assez incroyable, d'ailleurs. Plus de 20 ans après les faits, une question demeure toujours sans véritable réponse. Comment Messrine a-t-il pu se procurer des revolvers, des cordes et des bombes lacrymogènes à la prison de la Santé? Les armes ne sont pas venues comme ça, tombées du ciel dans le plafond de la loge où était, dans l'espace où était Messrine, quand même. Il y a quelqu'un qui les avait apportées, ces armes. Qui exactement? Cela reste un mystère. Mais si l'on en croit Jacques Messrine lui-même,
La réponse est très simple. Il l'a donnée lors d'une interview, quelques mois après son évasion. J'ai toujours discuté avec les gardiens. L'un d'eux m'a dit « Vous comprenez, Mesrine, si vous montiez quelque chose, je serais prêt à vous aider. » Et je lui ai dit « Si tu peux réussir à me porter des armes pendant tes rondes de nuit, tu les mettras dans le parloir des avocats. » Il m'a donné son accord, donc les armes sont rentrées. Quelles que soient les complicités dont il a pu bénéficier, le jour de son évasion, Mesrine fait de nouveau la une de l'actualité. Une évasion est une évasion de taille, puisqu'il s'agit de celui qui est considéré comme l'ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine. Au sommet de l'État, c'est l'embarras. En première ligne, Alain Peyrefitte, le ministre de la Justice de l'époque. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le garde des Sceaux sort de ses gonds. Il employait des mots, très brutaux, hein. Très brutaux. Bien, j'ai encore souvenir, je le vois avec les pieds croisés sur le bureau, renversé sur sa chaise, en bras de chemise, les manches retournées, en train de nous passer un savon monumental parce que les choses n'allaient pas. On se sentait stressé parce que la pression des médias, tout le monde se tourne vers nous, puis il y a quelque chose, quelque part, qui nous dit « Bon, on est ridicule dans cette affaire. » Celui dont on parle le plus, il trouve le moyen de s'évader. L'affaire Mesrine est d'autant plus gênante pour le gouvernement que la sécurité est une des priorités majeures du président Valéry Giscard d'Estaing. Le chef de l'État lui-même s'est intéressé à l'affaire en recevant le garde des Sceaux tout à l'heure et en lui demandant de tirer toutes les conclusions pénales et disciplinaires des résultats de son enquête. Alain Peyrefitte s'exécute et les sanctions tombent. Le directeur de la prison de la Santé est muté et son supérieur, le patron de l'administration pénitentiaire, est limogé. Pour le président de la République, ces mesures ne suffisent pas. Cette affaire doit être maintenant réglée au plus vite. Mais il va devoir attendre, car malgré la traque policière, Jacques Mesrine est introuvable. Si la police ne parvient pas à mettre la main sur l'ennemi public numéro 1, c'est pour une raison très simple. Désormais, Jacques Mesrine ne ressemble plus à Jacques Mesrine. Il avait le don de la transformation, quoi. Puis il aime ça, c'est un comédien. C'est toujours le comédien, le provocateur et le comédien. Voici l'unique photo distribuée à tous les policiers de France pour l'arrêter. Il s'agit d'un cliché pris de loin lorsqu'il était à la prison de la Santé. À l'époque, Mesrine portait une moustache et il n'avait qu'un visage. Mais les temps ont changé. Voici Jacques Mesrine. Là encore, c'est Jacques Mesrine. Cet homme aussi s'appelle Jacques Mesrine. Fausse barbe, perruque, lunettes de vue. Pour échapper à la police, Jacques Mesrine n'a qu'un objectif, ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait croiser un ennemi public aussi banal, aussi monstrueusement banal. Il était d'une banalité totale, Jacques Mesrine. À l'origine, il a une gueule de beauf. Avec ou sans moustache, il a une gueule de beauf. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais au bistrot le matin, à l'heure du café crème, des beaufs, il y en a un paquet quand même. Hein. Donc, déjà là, il peut passer inaperçu. Enfin, il suffit que, comme on a vu sa tronche dans le journal partout, au journal télévisé partout, il suffit que par-dessus ça, il se rajoute une barbe de beauf, une moustache de beauf et une casquette de beauf. Et alors là, c'est un beauf parmi les beaufs. Et à mon avis, ça lui a beaucoup servi. Pour brouiller les pistes, Jacques Mesrine ne s'arrête pas là. En plus de son visage, il change également d'identité. Pour cela, l'homme se procure de faux papiers. Un jour, il s'appelle Gérard Lenoir, il est architecte. Un autre, il se nomme Jacques Vétois, journaliste. C'est un vrai caméléon, il peut jouer différents rôles. Il peut être l'ouvrier, le docteur, l'avocat, l'architecte. Il peut jouer tous les rôles facilement. Il a suffisamment d'intelligence, donc il peut se fondre dans des personnages. Oui. Comble de l'audace, Jacques Mesrine va jusqu'à fabriquer lui-même une fausse carte de police. Il se donne pour nom Vaugier
prénom Henri. En guise de clin d'œil, il se domicilie au 36 quai des Orfèvres, à la préfecture de police. Sur ce faux document, le gangster s'est octroyé le titre de commissaire principal. Et là encore, impossible de reconnaître Mesrine sous les traits de son personnage, le soi-disant commissaire Vaugier. Il est évident que ça lui a permis d'échapper à plusieurs reprises à certainement des contrôles. C'est plus facile quand on ne vous reconnaît pas d'échapper à un contrôle que si vous êtes reconnu. L'homme est traqué par toutes les polices de France, qu'importe. Il se fond dans la masse en plein Paris et occupe maintenant un 2 pièces au rez-de-chaussée de cet immeuble. Mesrine est méconnaissable, alors il a décidé de profiter de sa liberté. Il se met à sortir, à Pigalle notamment, l'endroit qu'il fréquentait dans sa jeunesse. Et c'est dans un bar du quartier qu'il va rencontrer son ultime compagne. Elle s'appelle Sylvia Jean-Jacot. À l'époque, elle a 26 ans. J'étais barmaid dans un bar et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Sauf qu'il était habillé en plâtrier et il avait un vélo Solex. Ouais. Il était charmant, il était gentil avec moi. Jacques Mesrine file le parfait amour et pendant ce temps, la police piétine. Mais très bientôt, elle va de nouveau entendre parler du gangster. Car l'ennemi public numéro 1 a maintenant décidé de refaire surface. Dorénavant et jusqu'à la fin de ses jours, Jacques Mesrine va tout mettre en œuvre pour ridiculiser le pouvoir et sa police. Pour cela, le gangster doit faire parler de lui. Alors il a décidé de faire un coup spectaculaire. Deauville, 28 mai 1978. Jacques Mesrine a choisi la station balnéaire la plus huppée de la côte normande pour commettre un hold-up. Deauville. Alors pourquoi Deauville? Un casino, beaucoup d'argent. C'est un casino. C'est l'antre du capitalisme, du fric. Pour un coup de cette ampleur, Jacques Mesrine a besoin d'un associé, d'un vrai braqueur professionnel. Alors il fait naturellement appel à François Besse, son complice d'évasion. Pour réussir le casse du casino, les deux hommes vont faire preuve d'une audace inouïe. Avant de passer à l'acte, ils se permettent une visite au commissariat de la ville. Muni de sa fausse carte de police, Jacques Mesrine se présente sous un faux prétexte. Il était gonflé, rentrer dans un commissariat, montrer une carte et puis dire « Messieurs, je viens pour une inspection » ou « Je suis commissaire des jeux ». Il était capable de faire ça. Hein. Et il est resté quelques minutes à discuter au commissariat. Et il a donc vu quels étaient les effectifs, ayant pu juger du nombre de voitures qui étaient dans la cour, de la quantité d'hommes qui étaient sur place. Ça, pour avoir un certain aplomb, une certaine assurance, il l'avait. Ce jour-là, il n'y a que 6 policiers en poste. Mesrine est rassuré. Les deux gangsters se rendent maintenant au casino. Mesrine est confiant, il est déguisé, donc totalement méconnaissable. À son arrivée, il se présente comme policier et exige de parler au directeur. Et il lui a dit voilà, on veut pas d'histoire, ça va aller très vite, on veut des sous. Il a ouvert sa veste, il a l'air de dire on est les plus forts, il avait 3 pétards autour de la taille, donc il n'y avait rien à faire. Sous la menace, le directeur emmène Mesrine et Besse dans son bureau, puis ouvre le coffre. Les gangsters ramassent 130 000 francs en liquide, l'équivalent de 55 000 € d'aujourd'hui. L'opération ne dure que quelques secondes. Pour rejoindre la sortie, Mesrine, Besse et leur otage traversent la salle des jeux, puis quittent le casino. Ils se sont dirigés pour retrouver leur voiture et c'est à ce moment-là, dès qu'ils venaient de libérer le directeur, la police a été aussitôt alertée. Donc... La police est arrivée sur place et ce qui était un hold-up sans violence tourne rapidement à la fusillade. Au moment de la fuite, ils tirent sur les policiers et là, il y a 2 personnes qui ont été quand même, l'une assez sérieusement blessée, une jeune femme
reçoit une balle en pleine poitrine, et puis un touriste anglais est blessé aux jambes, je crois. Finalement, les gangsters prennent la fuite. Jacques Messrine a réussi son coup. Malgré une traque impressionnante, l'ennemi public numéro 1 s'est encore volatilisé. Messrine se cache et n'a plus de problème d'argent. Il va donc pouvoir se consacrer à sa vengeance. Car le gangster a décidé de mener un combat. Il entend faire payer au pouvoir ce qu'il a enduré en prison, ces années d'incarcération dans les quartiers de haute sécurité. Ils vont me le payer. Parce que j'ai entendu des dizaines, des centaines de fois. Ah, mais il est clair que c'est ça sa motivation. Sa logique, c'est l'État et l'administration, je leur ferai payer ces années de QHS. Pour arriver à ses fins, Jacques Messrine a décidé d'utiliser la presse. Il sélectionne précisément les journaux dans lesquels il souhaite s'exprimer. Exemple, Libération. En janvier 79, le quotidien titre « Messrine s'explique ». Mais c'est avec Paris Match, quelques mois plus tôt, que le gangster entre véritablement en scène. Match, c'est un monument à l'époque. Et c'est un journal qui traite des grands procès, des voyous emblématiques, de la guerre des gangs. Enfin, il y a plein de choses qui font que Match, c'est une référence. 4 août 78, à la une de Paris Match, Messrine retrouvé. Une interview et des photos exclusives du gangster s'étalent sur 6 pages à l'intérieur du magazine. Pour la police, c'est un véritable camouflet. Bien sûr, ça a été un choc. Une journaliste avait pu approcher Mérine, que nous recherchions depuis des mois. Hein. Le voir en double page avec photos et appui, c'est quelque chose de très vexant. En réalité, le magazine n'a pas eu à retrouver Jacques Messrine. C'est le gangster lui-même qui a contacté une jeune journaliste de Paris Match, Isabelle Pelletier, qu'il avait rencontrée lors de son procès. J'avais un mélange de fébrilité et d'excitation incroyable, parce que pour moi c'était la justification du métier que j'avais choisi il y a peu de temps encore, et que d'autre part j'avais quand même l'impression et le sentiment de vivre un moment unique. Dans cette interview, Messrine va se montrer particulièrement violent. Le gangster n'hésite pas à proférer des menaces à l'encontre de ceux qui cherchent à l'arrêter. Face à des flics armés, je n'ai aucune limite. Je suis sans pitié. J'allume et je tire, et s'il faut les achever, je le ferai. Mais sa revendication principale concerne évidemment les quartiers de haute sécurité. Pour cela, il s'en prend à Alain Peyrefitte en personne. Il somme le ministre de la Justice d'abolir les QHS et le met en garde. Si Peyrefitte refuse, je lui déclenche une violence comme il n'aura jamais vu en France. Qu'il ne me pousse pas à bout. Et pour bien montrer qu'il ne plaisante pas, Messrine se fait prendre en photo en exhibant son arme favorite, un 357 Magnum. C'est moi, tout seul, avec mon armement et ma détermination, je suis capable de tenir tête à la police française. Et puis bon, c'est la guerre, quoi, tout simplement. Le scoop de Paris Match fait grincer des dents en haut lieu. Alain Peyrefitte est scandalisé. Je sais que le ministre de la Justice l'a très mal vécu aussi. Parce que l'identifier, le rencontrer et publier une interview de cette personne qui est recherchée par toutes les polices de France est quelque chose qui peut-être, dans votre métier, peut être acceptable. Pour nous, de l'autre côté de la barrière, c'est quelque chose qui est très choquant. On se dit, bon, on est en train de fabriquer d'un malfaiteur, on est en train d'en faire un héros, et on nous enfonce, nous, encore un peu plus dans le ridicule et dans l'impuissance. Et Jacques Messrine ne s'arrête pas à des déclarations spectaculaires dans la presse. Il n'a pas peur du pouvoir, alors il va beaucoup plus loin. Juin 79, il kidnappe un riche industriel français, Henri Lelièvre. Contre sa libération, il obtient la plus forte rançon jamais remise à un gangster en France, 6 millions de francs de l'époque, soit 2 millions d'euros d'aujourd'hui. Pour le gouvernement, la situation n'est plus tenable. En ligne de mire, les forces de l'ordre et leur manque de résultats. Les différents services chargés de traquer l'ennemi public numéro 1 sont maintenant montrés du doigt.
Cela fait maintenant plus d'1 an que Jacques Messrine est en cavale. Et si la police ne parvient pas à l'arrêter, c'est parce qu'en réalité, il y a de fortes dissensions entre les différentes brigades qui enquêtent sur le gangster. La guerre des polices, c'est pas qu'un titre de film, hein. À l'époque, elle est bien réelle. Tout le monde se tire dans les pattes joyeusement. Et c'est comme ça que les voyous réussissent à passer au travers. Et à mon avis, Messrine a aussi bénéficié de ce joyeux cirque. La guerre des polices est menée par 2 grands chefs, chacun à la tête d'un clan. D'un côté, le fameux commissaire Broussard, de l'anti-gang. De l'autre, Lucien Aimé Blanc, de l'Office central de répression du banditisme. Aimé Blanc est un grand flic. C'est le prototype du flic rompu à toutes les techniques, les vieilles méthodes, les indices, la manipulation d'indicateurs, etc., etc. L'un travaille dans l'ombre, l'autre est médiatique. Pendant des mois, Lucien Aimé Blanc et Robert Broussard vont se livrer une concurrence féroce pour arrêter Messrine. Il est certain que Aimé Blanc, tout comme moi, et que d'autres d'ailleurs, et bien d'autres, auraient aimé arrêter Messrine. C'est quand même, dans la carrière d'un policier, c'est au tableau de chasse, c'est quand même autre chose que d'arrêter un gamin qui vole une voiture. J'aurais été vexé que Broussard arrête Messrine avant moi. De la même façon que Broussard aurait été vexé que j'arrête avant lui. Donc il y avait un jeu quand même, il y avait un jeu de stratégie là de carrière. Mais ce jeu va finir par déraper. Août 79, Lucien Aimé Blanc décide d'arrêter seul l'ennemi public numéro 1, sans prévenir son collègue Broussard. L'objectif ? Provoquer Messrine en utilisant les mêmes armes que le gangster, la presse. Pour y parvenir, Aimé Blanc va alors faire appel à un certain Jacques Tillier, ancien policier reconverti dans le journalisme. À l'époque, il travaille pour l'hebdomadaire d'extrême droite, Minute. On a l'idée de faire un article assez méchant sur Messrine pour essayer de l'exciter et puis éventuellement d'amener à un contact, quoi. Et d'essayer d'avoir une opportunité pour éventuellement l'arrêter, quoi. Jacques Tillier donne son accord, car pour lui une seule chose compte, obtenir une interview de l'ennemi public numéro 1. 8 août 79, Minute publie l'article de Tillier qui fait de Messrine un bandit sans parole et sans honneur. Il importe pour comprendre Messrine de se défaire des clichés usés sur le type réglo qui respecte ses amis. Certains de ses amis ont eu l'impression d'être quelque peu oubliés. Il a laissé tomber ses collaborateurs. Messrine ne pouvait pas admettre qu'on dise de lui, entre autres, par exemple qu'il ait torturé une femme, ou etc., qu'il ait tiré sur un gosse, ou lâché ses copains. Ah ça, c'était les 3 choses qu'il fallait pas dire. Alors naturellement, le gangster contacte Jacques Tillier. Les 2 hommes conviennent d'un rendez-vous. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, car Jacques Messrine se doute qu'il y a un piège. Je suis persuadée qu'il savait que Jacques Tillier voulait le doubler. C'est-à-dire le doubler? Le doubler, ça veut dire en même temps faire son interview, ça c'est certain, parce que l'autre était journaliste, mais en même temps donner des éléments suffisants pour que Messrine soit tué ou arrêté très très rapidement. Pour cette raison, le gangster a décidé d'envoyer un complice en voiture chercher Jacques Tillier au lieu de se rendre lui-même au rendez-vous. Ce changement de programme est une mauvaise surprise pour Aimé Blanc. Car pour pouvoir arrêter Messrine, il a maintenant besoin d'organiser une filature de la voiture. Mais voilà, ce dispositif suppose la collaboration de son rival, Broussard. Alors Aimé Blanc préfère renoncer et laisser partir le journaliste en reportage, sans en parler à quiconque. Je préviens pas la direction, parce que si je préviens la direction, on va me dire mettez un dispositif. Et automatiquement, on va voir arriver Broussard et la BRI. Premier juré, on devait tous dire, et là, l'histoire Tillier, on ne l'avait pas su, une fois de plus. J'estime que c'est inutile. C'est inutile et dangereux. C'est dangereux pour Tillier, parce que si notre dispositif est détecté,
Tillier est pris en otage par Mérine, il est mal. Donc je laisse courir, là. Franchement, je laisse courir. La décision d'Aimé Blanc va coûter très cher à Jacques Tillier. Car Jacques Messrine a décidé de punir le journaliste. Nous sommes dans le sud de Paris. Au bout de ce sentier, dans cette grotte, Jacques Tillier va maintenant vivre un véritable calvaire. Alors là, il y a le Messrine violent, d'une violence telle qu'on ne l'a jamais connue. Pour la première fois sur le territoire français, quel que soit le rôle de sa victime, pour la première fois, Jacques Messrine avait du sang sur les mains. Jacques Messrine et son complice ont décidé de mettre en scène l'exécution du journaliste. Des cierges ornent la grotte pour éclairer une séance photo particulièrement macabre. Dès son arrivée, Jacques Tillier doit se déshabiller. Humilié, puis torturé, Messrine finit par lui tirer 3 balles dans le corps et le laisse pour mort. Après le départ des 2 gangsters, l'homme parvient quand même à se traîner hors de la grotte. Il sera secouru par un automobiliste avant d'être emmené d'urgence à l'hôpital. La sauvagerie avec laquelle les 2 lascars là, avaient traité Tillier, ça avait quand même été très mal perçu. Trop, c'est trop. Quelques jours plus tard, l'événement fait la une du 20h. Nous sommes en possession d'un document unique en télévision, une interview de Jacques Tillier, la dernière victime de Messrine. Dans cette interview, Jacques Tillier nie avoir œuvré pour la police et couvre son ami Lucien Aimé Blanc. Première question de notre reporter, au journaliste de Minutes. Jacques Messrine savait très bien qu'il n'y avait pas de policiers derrière, que les policiers n'étaient pas prévenus de cette interview. Le journaliste a beau mentir, au sein de la police, l'affaire fait scandale et Aimé Blanc est directement tenu pour responsable. Le policier a voulu faire cavalier seul en utilisant des méthodes douteuses qui se sont révélées inefficaces. Le résultat, c'est que Messrine n'était pas là, quoi, c'est tout. Enfin, il n'était pas là du tout pour arrêter, quoi. Le temps était venu de mettre toutes les forces dans le même panier, si j'ose dire, pour arriver à un résultat positif et dans de bonnes conditions. Celui qui va mettre de l'ordre dans la police est un certain Maurice Bouvier, le patron de Broussard et d'Aimé Blanc. L'homme n'apprécie guère leur querelle, alors il convoque les 2 policiers dans son bureau et tape du poing sur la table. Et il dit, il y en a marre de ces rivalités, machin, là, anti-gang, au CRB. Maintenant, je ne veux voir qu'une tête. Et ça suffit. Et vous allez me coffrer ce type-là, Mérine. Il y en a marre. Vous vous asseyez sur vos rancœurs de service et vous marchez tous dans le même sens. La guerre des polices vient de prendre fin. Désormais, Jacques Messrine est en danger. Un compte à rebours fatal a commencé pour l'ennemi public numéro 1. Celui qui nargue la police et ridiculise le pouvoir est allé trop loin. Au sommet de l'État, Valéry Giscard d'Estaing a décidé de s'emparer de l'affaire personnellement. Août 79, le président somme son ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, d'obtenir des résultats dans les plus brefs délais. Il dit, Bonnet, que vous allez enfin arrêter Messrine. Voilà ce qu'il lui dit. Le ministre de l'Intérieur peut se voir, disons, un petit peu malmené. Pourquoi pas son départ demandé ou... On peut dire que c'était devenu une affaire d'État, ou en tout cas une obsession d'État. Pas une affaire d'État, une obsession d'État. Il fallait un résultat dans cette affaire. Christian Bonnet est sur la sellette, il n'a plus le droit à l'erreur. Résultat, les forces de l'ordre retrouvent très vite leur efficacité. Filature, manipulation d'indices, infiltration dans le milieu du banditisme. En un mois, la police retrouve la piste de l'ennemi public numéro 1. Et cette fois-ci, les méthodes de Lucien Aimé Blanc se révèlent fructueuses. Le policier parvient à identifier l'homme qui, à cette époque-là, est le plus proche de Jacques Messrine. Il s'agit de Charlie Boer. On arrive donc à me situer comme étant le complice de Messrine. Brun, 1m75, l'accent
Marseillais, ayant fait de nombreuses années de QHS. Bon, là, tu sais, c'est vite fait. Hein. L'appartement de Charlie Boer est immédiatement placé sur écoute téléphonique. Toutes ces conversations sont passées au peigne fin. Au bout de quelques jours, un personnage mystérieux appelle. Ce simple coup de téléphone va tout changer. Et là, on entend une voix un peu rauque. « Monsieur le directeur, on se fait une sortie ?» C'est Jacques. « Allô, monsieur le directeur ?»« Oui, monsieur le directeur. » On se parle comme ça, on s'amusait, tu sais, tu vois. Et il y avait au moins 2 fonctionnaires de police qui connaissaient bien la voix de Mesrine. Et donc là, à un moment, il y en a un, il est là, comme ça, avec son casque, et il lève le bras, et il dit « C'est lui !» Le lien entre Mesrine et son complice est confirmé. Toutes les forces de police suivent désormais Charlie Boer à la trace et remontent jusqu'à la planque de l'ennemi public numéro 1, dans le 18e arrondissement de Paris. Fin octobre 79, les policiers retrouvent enfin Mesrine. Pour le commissaire Broussard, le moment est inoubliable. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Un grand moment d'émotion. Grande émotion. Car ça fait maintenant 18 mois qu'on était après. Et puis il était là. Il y a comme un grand silence qui tombe sur nous. Et là, on sait qu'on l'a à portée de main et qu'on n'a pas le droit de rater notre opération. Donc la question est de savoir à quel est le bon moment pour interpeller. En réalité, Jacques Mesrine ne sera jamais interpellé, mais abattu par la police. Nous avons tenté d'éclaircir les zones d'ombre qui, aujourd'hui encore, 25 ans après les faits, entourent les conditions dans lesquelles l'ennemi public numéro 1 a été tué. Paris, porte de Clignancourt, 2 novembre 79. La vie de Jacques Mesrine ne tient plus qu'à un fil. Le gangster est au volant de sa voiture, avec Sylvia Jean-Jacot à ses côtés. Et à ce moment-là, il ne peut imaginer que ce qui se passe autour de lui est totalement mis en scène. Les piétons, les automobilistes ou les 2 roues qui l'entourent sont en fait des policiers en civil. Il y en a une 50aine. Toute la zone est sous le contrôle des forces de l'ordre. À ce moment-là, le dispositif se resserre. Les voitures qui étaient à 100 mètres se rapprochent très discrètement. Tout ça, c'est un véritable manège, si vous voulez. Ça doit se faire très discrètement. Ça doit passer inaperçu. L'homme qui avait accepté d'arrêter Mesrine sans armes il y a 6 ans a décidé de changer de méthode. Pour leur ultime face-à-face, le commissaire est maintenant prêt à employer tous les moyens. Avec un garçon comme Mesrine, on n'arrive pas avec un bouquet de violettes. Je m'excuse, mais eh bien on doit être en permanence sur ses gardes et plus que sur ses gardes. 15h15, porte de Clignancourt. Un camion banalisé talonne la voiture de Jacques Mesrine. À l'arrière du poids lourd, caché sous une bâche, il y a 4 tireurs d'élite, armés jusqu'aux dents. Le camion, il nous est passé devant comme ça. Et il a remercié, le chauffeur a fait merci, Jacques lui a refait merci. Et le conducteur du camion qui a une vision un petit peu d'ensemble sur ses collègues s'est arrangé pour être devant la voiture de Mesrine. Et voilà précisément ce dont se souvient Sylvia Jean-Jacot lorsque le camion est arrivé devant la voiture de Jacques Mesrine. Tout d'un coup, j'ai vu la bâche qui s'est soulevée et ils nous ont mitraillés tout de suite. C'est sur ce point précis que les versions divergent et les contradictions apparaissent. Voici ce qu'affirme Robert Broussard depuis maintenant plus de 20 ans. Avant que les tireurs d'élite n'ouvrent le feu, le commissaire est formel. Les policiers ont sommé Jacques Mesrine de se rendre. Il y a des sommations. On a dit et répété qu'il n'y avait jamais eu de sommation. Ce n'est pas vrai. Il y a des témoins quand même qui peuvent le confirmer. Un certain nombre de policiers, dont moi d'ailleurs, sommes sortis de véhicules et avons braqué Mesrine et Sylvia Jean-Jacot en criant « police ». Vous savez, là, ça a été du « police ne bouge pas ». Bon. Donc les sommations ont été faites sans problème. Mais au lieu de rester immobile, Mesrine aurait alors fait un geste de trop. Là encore, Robert Broussard est catégorique. Il est figé sur son volant et d'un seul coup, il se penche sur sa gauche.
Et on constate, précisément du côté gauche, où il avait une petite sacoche avec 2 grenades défensives. Selon Broussard, ce n'est qu'à cet instant-là, en état de légitime défense, que les policiers auraient tiré. Mesrine est abattu d'une 20aine de balles dans le corps. Sylvia Jean-Jacques, elle, est grièvement blessée. Moins d'1 heure après l'assaut, l'événement fait la une de l'actualité. Jacques Mesrine a été abattu à 15h15. Celui qu'on appelait l'ennemi public numéro 1 a été tué aujourd'hui en début d'après-midi. Il y a combien de temps, commissaire, que vous le suiviez? Vous aurez les détails tout à l'heure les détails. Il n'y a pas eu de bavure? Je vous signale, non, absolument par la preuve. Tout s'est bien passé. Aucune bavure, tout s'est bien passé. Et pourtant, plusieurs témoins présents ce jour-là donnent une version diamétralement opposée à celle du commissaire Broussard. Exemple, Guy Pennet. À la question « La police a-t-elle bien sommé Mesrine de ne pas bouger avant de tirer ?» Voici ce qu'il répond. J'ai entendu les bouge pas tes faits, j'ai entendu ça après les coups de feu. Donc ça fait 22 ans, ça fait depuis cette date-là que je dis ça, que je maintiens cette version. Moi j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. Donc non, bouge pas tes faits, ça a été dit après les coups de feu. Il n'y aurait donc pas eu de sommation avant que les tireurs d'élite n'ouvrent le feu sur Mesrine. Pour la première fois, un policier présent lors de l'assaut l'affirme. Il est sans équivoque. Est-ce qu'il y a eu des sommations? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des sommations? Absolument pas. Il n'y a pas eu de sommation. Non mais attendez. Non mais je pose la question. Non mais je vous réponds. Il y a 2 solutions. Ou il lève les bras tout de suite et on n'en parle plus, ou il lève pas les bras et il était prévisible qu'arriverait ce qui est arrivé. Mais voilà, sans sommation, Mesrine n'a en principe pas le temps de lever les bras. Alors pourquoi les policiers auraient tiré si vite? La réponse se trouve sans doute dans les instructions qu'ils ont reçues avant l'assaut. Selon le ministre de l'Intérieur, voici ce qui a été dit aux forces de l'ordre. Bien évidemment, vous ne prenez, ni vos hommes, aucun risque. Quand on dit « vous ne prenez aucun risque », ça veut dire « je ne veux pas qu'il y ait un seul policier qui risque d'être blessé par cet individu. Par conséquent, on sait ce que ça veut dire. » C'est une formule dont vous comprenez très bien ce qu'elle veut dire. Cette déclaration est ambiguë. Mais pour le commissaire Pellegrini, membre des forces de l'ordre, présent porte de Clignancourt ce jour-là, la formule du ministre ne fait aucun doute. Les instructions sont claires, ne prenez aucun risque. Mais ce sont les instructions que l'on donne chaque fois qu'il y a une interpellation dangereuse. Ne prenez pas de risque. Ça veut dire quoi, ne prenez pas de risque? C'est-à-dire, ne faites pas de sommation, n'hésitez pas avant de tirer. C'est-à-dire, opérez comme vous opérez d'habitude face à des individus dangereux. Votre vie est plus précieuse que celle des voyous. Ne vous faites pas tuer bêtement en essayant, par exemple, de le prendre vivant. Selon ce témoignage, Jacques Mesrine aurait été exécuté. Il aura donc fallu plus de 20 ans pour qu'un policier ose en parler publiquement. Mais jusqu'à présent, l'histoire officielle a toujours retenu l'autre version. Les tireurs d'élite ont ouvert le feu sur le gangster en état de légitime défense après les sommations d'usage. Quelques heures après l'assaut, les forces de l'ordre investissent l'appartement du gangster. Ils retrouvent des armes, des billets de banque, et parmi ses effets personnels, ils tombent sur quelque chose d'anodin. Il s'agit d'une cassette audio. Lorsque les policiers l'écoutent, c'est la surprise. Bonjour mon amour. Il est certain que si tu écoutes cette cassette, ma petite Sylvie d'amour, c'est que je ne suis plus. Simple souvenir dans ma voix. Ton mari est mort, abattu par les policiers. Mais ça, nous le savions déjà. Nous savions que ça pouvait un jour arriver. Il s'agit d'une confession intime et prémonitoire que Mesrine a réalisée quelques jours avant sa mort. Dans ce document, il reste déterminé. Face aux policiers, il n'envisage pas d'être arrêté. Il anticipe une issue fatale. Je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir.
Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Jacques Messrine repose aujourd'hui au cimetière de Clichy. Il avait 43 ans lorsqu'il est tombé sous les balles de la police, le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, à Paris.